Il existe, quelque part entre la chute de Rome et la naissance de la France, un royaume que personne ne vous a appris à connaître. Un empire qui a duré 3 siècles, qui a forgé des lois, des cathédrales, des routes et des armées capables de faire trembler les 2 moitiés du monde connu. Un empire dont les rois portaient des noms que vous ne reconnaissez pas, dont les batailles ont redessiné les frontières de l'Europe, et dont le sang coule encore, sans que personne ne le sache, dans les veines de la civilisation que vous habitez aujourd'hui. Imaginez un continent en flammes. Les routes romaines envahies par les herbes. Les aqueducs silencieux. Les villes autrefois bourdonnantes de commerce réduites à des villages de boue et de peur. Pendant 2 siècles après l'effondrement de Rome, l'Europe occidentale est un champ de ruines, où des dizaines de peuples se battent pour des lambeaux de territoire. Chacun convaincu qu'il sera le successeur de l'Empire. Et au milieu de ce chaos absolu, presque inaperçu, un petit peuple venu des bords du Rhin commence à bouger. Ils s'appellent les Francs. Et ils ont compris quelque chose que tous les autres ont raté. Ce que les Francs ont construit n'était pas simplement un royaume de plus. C'était une machine politique d'une sophistication terrifiante. Une alliance entre l'épée et la croix, entre la brutalité de la conquête et la légitimité de l'Église, entre des rois guerriers aux cheveux longs et des évêques qui savaient exactement quelle était la valeur d'une bénédiction au bon moment. Un système qui n'existait nulle part ailleurs dans le monde connu. Un système qui allait survivre à ses créateurs, traverser les siècles, et finir par produire, au bout d'une chaîne de trahison, de guerres fratricides et de génies solitaires, quelque chose qu'on appellera un jour la France. Les noms de ce royaume ont été effacés avec une précision presque chirurgicale. Les Mérovingiens, qu'on a réduits à l'image de rois paresseux et décadents. Les maires du palais, ces hommes de l'ombre qui tiraient les ficelles depuis les coulisses et attendaient leur heure. Et puis Charlemagne, Karl der Grosse, Carolus Magnus. Cet homme qui ne savait probablement pas écrire, qui avait traversé des dizaines de batailles, épousé des femmes et engendré des empires, et qui, un matin de l'an 800, s'est retrouvé dans une basilique romaine, avec une couronne dorée sur la tête et la moitié du monde occidental à ses pieds. Ce n'est pas une légende. C'est ce qui s'est passé. Voilà l'histoire qu'on ne vous a pas racontée. Non pas parce qu'elle est ennuyeuse, elle est tout sauf ennuyeuse, mais parce qu'elle est dérangeante. Parce qu'elle dit que la France, l'Allemagne, l'Italie, ces nations que nous considérons comme des réalités naturelles et éternelles, sont nées d'un accident. D'un choix politique fait par un jeune chef barbare par une nuit froide de l'an 496, d'un coup d'État maquillé en miracle. D'un traité signé par 3 frères qui se haïssaient. C'est cela, le royaume oublié. Et il est temps de s'en souvenir. Il y a un trou dans l'histoire de l'Europe. Pas une lacune, pas un oubli accidentel. Un trou volontaire, creusé avec soin, comblé de silence. Entre la chute de Rome au 5e siècle et la France telle que vous la connaissez aujourd'hui, il existe 300 ans de civilisation que les manuels scolaires expédient en quelques lignes. 300 ans de rois, de batailles, de lois, de trahison et de génie politique. 300 ans durant lesquels le monde occidental tel que nous le connaissons a été littéralement fabriqué, pièce par pièce, par des hommes dont la plupart d'entre vous n'ont jamais entendu les noms. Ce que je vais vous raconter n'est pas une histoire obscure réservée aux passionnés d'histoire médiévale. C'est l'histoire des fondations, les vraies fondations, pas les belles façades, de tout ce que vous considérez comme normal en Europe aujourd'hui. Les frontières, les langues,
L'idée même qu'un roi a besoin de la bénédiction de l'Église pour régner. L'idée qu'un continent peut être unifié sous une seule autorité. Toutes ces idées naissent ici, dans ce royaume qu'on a décidé d'oublier. Et la raison pour laquelle on a décidé de l'oublier est en elle-même une histoire fascinante. Posons d'abord le décor. À la fin du IVe siècle, Rome est encore debout, mais juste. C'est un colosse aux pieds d'argile qui se fissure depuis des décennies sous le poids de sa propre corruption, de ses guerres civiles, de ses empereurs assassinés les uns après les autres, à un rythme qui ferait honte à une série télévisée. Les légions qui avaient autrefois fait trembler Carthage et Jérusalem sont maintenant composées en majorité de mercenaires barbares qui se battent pour de l'argent plutôt que pour l'idée de Rome. Les routes sont là, les aqueducs sont là, les bâtiments sont là, mais l'âme de l'Empire est partie depuis longtemps. Ce qu'il reste, c'est une machine administrative qui tourne encore par inertie, comme une toupie que personne ne relance. Et puis, en l'an 476, retenez cette date, un chef barbare du nom d'Odoacre dépose le dernier empereur romain d'Occident. Un gamin de 16 ans qui s'appelait Romulus Augustule, le petit Auguste ironiquement, et qui est envoyé en exil dans un château au bord de la mer. Pas tué, exilé. Parce que même Odoacre jugeait que ça n'en valait pas la peine. Ce n'est pas une bataille épique, ce n'est pas une fin digne d'un empire. C'est juste quelqu'un qui éteint la lumière et ferme la porte. Et dans cette obscurité soudaine, une dizaine de peuples différents se retrouvent à se battre pour savoir qui va ramasser ce qui reste. C'est dans ce chaos que les Francs entrent en scène. Effacez immédiatement l'image que vous avez peut-être de ce peuple, parce qu'au moment où Rome s'effondre, les Francs ne sont pas les maîtres du monde. Ce sont des voisins encombrants, des guerriers compétents mais pas exceptionnels. Une confédération de tribus qui occupent les bords du Rhin et qui font des incursions régulières en territoire romain depuis des générations. Tantôt comme ennemis, tantôt comme alliés, souvent comme les deux en même temps. Les Romains les utilisent comme soldats mercenaires depuis des siècles. Ils les méprisent aussi. C'est une relation compliquée, comme souvent entre des gens qui ont besoin les uns des autres, mais refusent de l'admettre. Ce qui distingue les Francs des Visigoths, des Vandales ou des Huns, ces autres peuples qui déchirent l'Empire romain comme des loups autour d'une carcasse, ce n'est pas leur force militaire, c'est leur adaptabilité. Les Visigoths veulent être romains tout en détruisant Rome, ce qui est une contradiction dont ils ne se remettront jamais. Les Vandales brûlent ce qu'ils conquièrent et appellent ça une victoire. Mais les Francs font quelque chose de différent, quelque chose de plus intelligent et de plus dangereux à long terme. Ils observent. Ils regardent ce qui fonctionnait dans Rome, ce qui avait de la valeur pour les populations locales, et ils décident de garder certaines choses. Pas tout, mais les choses essentielles. C'est ce calcul-là, pas les batailles ni les conquêtes, qui explique pourquoi les Francs ont survécu quand les autres ont disparu. Et voilà le premier mystère que je vous pose aujourd'hui. Pourquoi un peuple aussi décisif pour la formation de l'Europe est-il aussi absent de notre mémoire collective? Pourquoi est-ce que je peux vous demander de citer 3 empereurs romains et vous allez répondre sans hésiter, mais si je vous demande de citer un roi mérovingien, la plupart d'entre vous restent silencieux? La réponse n'est pas que cette période est ennuyeuse. La réponse est que quelqu'un a eu intérêt à ce qu'elle soit oubliée. Et ce quelqu'un, on va le rencontrer plus loin dans cette histoire. Pour l'instant, rappelez-vous juste ceci. Quand une partie de l'histoire disparaît des manuels, ce n'est jamais un accident. Il y a un détail que je veux vous laisser avant de continuer. Quand Clovis Ier, le premier grand roi des Francs, le premier homme à unifier ce qui deviendra la France, quand Clovis meurt en l'an 511, il laisse derrière lui un royaume qui s'étend des Pyrénées au Rhin, de l'Atlantique à la Bourgogne. Il laisse des lois écrites, la loi salique, un code juridique qui va influencer l'Europe pendant 1000 ans. Il laisse une alliance avec l'Église catholique qui va redéfinir le rapport entre pouvoir politique et pouvoir religieux
pour des siècles, et il laisse un problème. Un problème que les Francs n'arriveront jamais complètement à résoudre et qui finira par déchirer leur empire en morceaux. Mais ça, c'est une histoire pour plus tard. Pour l'instant, gardez en tête une seule question. Comment un peuple de guerriers vivant dans des forêts au bord d'un fleuve finit-il par donner naissance à l'idée même de l'Europe? La réponse va vous surprendre. Elle ne commence pas dans une bataille, pas dans un traité, pas dans un discours. Elle commence dans une église froide, un soir de décembre, avec un roi barbare qui s'agenouille devant un évêque et change le cours de l'histoire occidentale pour toujours. Parce que ce soir-là, Clovis ne se convertit pas simplement au christianisme. Il invente quelque chose de nouveau. Quelque chose qui n'avait jamais existé avant lui. Et ce quelque chose, on l'appelle encore aujourd'hui, sans le savoir, chaque fois qu'un président prête serment, chaque fois qu'un chef d'État cherche la légitimité de son pouvoir. Le monde que vous habitez a été construit cette nuit-là. Et il est temps de comprendre comment. Pour comprendre ce que les Francs ont construit, il faut d'abord comprendre dans quel monde ils l'ont construit. Et ce monde-là, le monde du 5e et du 6e siècle en Europe occidentale, est un endroit que votre cerveau moderne a du mal à imaginer, parce qu'il ne ressemble à rien de ce que vous connaissez. Oubliez les représentations romantiques des chevaliers en armure brillante et des châteaux forts perchés sur des collines. Oubliez l'idée d'une Europe organisée en nations, avec des capitales, des administrations et des frontières claires. Ce que vous avez à la place, c'est le chaos. Un chaos total, organique, sans fond visible. Rome ne tombe pas comme un immeuble s'effondre, en une seconde, avec un bruit sourd. Rome se décompose. C'est un processus lent, douloureux, qui dure des décennies, presque des siècles, et qui ressemble davantage à une gangrène qu'à une explosion. Dès le IIIe siècle, l'Empire connaît ce qu'on appelle la crise des 50 empereurs en 50 ans. Des hommes qui montent sur le trône pour être assassinés par leurs propres généraux quelques mois plus tard. Le système politique est tellement corrompu, tellement saturé de trahison et d'intrigues, qu'il finit par se manger lui-même. Les fonctionnaires qui collectaient les impôts commencent à garder l'argent. Les légions qui devaient défendre les frontières commencent à monnayer leur loyauté au plus offrant. Ce n'est pas une crise, c'est l'agonie d'un système qui a épuisé toutes ses ressources. Voilà ce que ça veut dire concrètement de vivre dans cette période. Vous êtes un paysan dans ce qui est aujourd'hui la France au début du 5e siècle. Il y a 50 ans, votre grand-père payait des impôts à un gouverneur romain qui, en échange, garantissait la sécurité de la route commerciale qui reliait votre village à la ville la plus proche. Cette route existait toujours, mais personne ne l'entretient plus. Les ponts s'effondrent, Les bandits, parfois des déserteurs de l'armée romaine elle-même, pillent les voyageurs en plein jour. Le marché où votre grand-père vendait son grain a disparu parce que les marchands ne se déplacent plus. La monnaie que vous utilisez change de valeur d'une saison à l'autre selon qui est en train de gagner la guerre civile. Et à l'horizon, des rumeurs. Des peuples venus de l'Est, des cavaliers qui brûlent les villages, des armées qui se déplacent comme des tempêtes. Ces peuples en mouvement, les historiens les appellent les grandes invasions. Une expression propre et ordonnée pour désigner quelque chose qui était en réalité d'une brutalité inimaginable. Les Huns d'Attila déferlent sur l'Europe centrale comme une avalanche, poussant devant eux les Visigoths, les Ostrogoths, les Vandales, les Burgondes. Ces peuples, à leur tour, entrent en territoire romain, parfois comme envahisseurs, parfois comme réfugiés, souvent comme les deux. En l'an 405, un groupe de Vandales, d'Alains et de Suèves traverse le Rhin gelé pendant l'hiver et se répand dans la Gaule romaine. Ils pillent pendant 3 ans. Puis ils traversent les Pyrénées,
s'installent en Hispanie, traversent le détroit, s'emparent de Carthage, et depuis là, ils attaquent Rome par mer. En l'an 455, ils mettent la ville à sac pendant 2 semaines. Ce n'est pas une métaphore, c'est de l'histoire littérale. C'est de là que vient le mot vandalisme. Pendant ce temps, les Wisigoths s'installent dans le sud-ouest de la Gaule et dans la péninsule ibérique. Les Burgondes prennent la région qui porte encore leur nom aujourd'hui, la Bourgogne. Les Alamans s'emparent de l'Alsace et d'une partie de la Suisse. L'Empire romain d'Occident n'est plus un empire. C'est une carte découpée en morceaux que chaque chef barbare emporte chez lui comme un trophée. Et les populations locales, les Gallo-romains, les gens qui parlent latin, qui ont grandi avec les institutions romaines, qui considèrent que Rome c'est la civilisation et tout le reste c'est la barbarie, ces gens se retrouvent du jour au lendemain à devoir négocier leur survie avec des maîtres qu'ils ne comprennent pas et qu'ils méprisent en secret. C'est ici que les Francs entrent vraiment en scène. Et je veux que vous compreniez une chose essentielle. Au début du 5e siècle, les Francs ne sont pas encore les maîtres de la situation. Ils occupent une bande de territoire le long du Rhin inférieur, ce qui correspond aujourd'hui à la Belgique et aux Pays-Bas actuels. Ils sont divisés en plusieurs groupes, les Francs saliens et les Francs rhénans, avec des rois différents, des loyautés différentes, des territoires différents. Ils font des raids en Gaule romaine depuis des générations. Ils servent parfois dans les armées romaines comme soldats fédérés, et Rome les tolère parce qu'ils sont utiles contre d'autres barbares jugés plus dangereux. Ce n'est pas exactement la position de départ d'un futur empire continental. Mais voilà ce qui est intéressant. Pendant que les Wisigoths et les Vandales courent après les grandes batailles et les grandes victoires, les Francs font quelque chose de plus discret et de plus efficace. Ils s'infiltrent. Ils ne détruisent pas les structures administratives romaines dans les territoires qu'ils occupent, ils les utilisent. Quand un chef franc prend le contrôle d'une ville, il garde souvent les fonctionnaires locaux à leur poste. Il continue de faire fonctionner les tribunaux, il maintient les systèmes de collecte des ressources. Ce n'est pas de la générosité, c'est du pragmatisme brutal. Un territoire qui continue de fonctionner produit des ressources. Un territoire en ruine ne produit rien. Les Francs ont compris quelque chose que leurs voisins barbares n'ont jamais compris. Conquérir, c'est facile. Gouverner, c'est ce qui dure. Il y a un détail que je veux planter dans votre tête avant de continuer, parce qu'il va prendre tout son sens plus tard. Parmi toutes les grandes puissances barbares qui se partagent l'Europe occidentale à la fin du 5e siècle, Wisigoths, Ostrogoths, Vandales, Burgondes, la quasi-totalité sont chrétiennes, mais chrétiennes d'une variante particulière qu'on appelle l'arianisme, une doctrine que l'Église de Rome considère comme une hérésie. Les Francs, eux, sont encore païens. Ils adorent des dieux germaniques, ils font des sacrifices, ils n'ont aucun lien particulier avec l'Église catholique. À première vue, c'est une faiblesse. En réalité, c'est leur atout caché. Parce que ça veut dire que le jour où un roi franc décide de se convertir au catholicisme romain, et non à l'arianisme comme tout le monde, il devient instantanément l'allié privilégié de l'Église. Il n'a pas de concurrent direct. Il occupe un espace politique que personne d'autre n'occupe. C'est ce moment-là, cette décision-là, qui va tout changer. Dans un monde aussi fracturé, aussi violent, aussi incertain, un monde où des empires s'effondrent du jour au lendemain et où des dynasties sont massacrées avant même d'avoir eu le temps de s'établir, comment est-ce qu'une seule famille franque va réussir à créer quelque chose d'assez solide pour durer 300 ans? La réponse n'est pas militaire. Plusieurs chefs barbares avaient des armées aussi puissantes, certains bien plus importantes. La réponse est politique. Elle passe par une décision que prend un jeune roi franc à la fin du 5e siècle. Une décision que ses contemporains ont probablement jugée comme une trahison envers ses propres ancêtres, mais qui s'est révélée être le coup politique le plus brillant de son époque. Ce roi s'appelle Clovis. Et il va changer le monde d'une façon que personne dans cette salle froide et sombre ne pouvait imaginer ce soir-là. Il avait 15 ans quand il est devenu roi. 15 ans. Un gamin qui n'avait probablement jamais quitté les forêts et les plaines du nord de la Gaule, qui dirigeait une tribu parmi des dizaines, dans un monde en train de se décomposer, et que personne, absolument personne, ne regardait comme un acteur sérieux de la politique européenne. Son nom était Clovis, déformation franque d'un mot qui signifie quelque chose comme « guerrier célèbre ».
Et quand il monte sur le trône en l'an 481, après la mort de son père Childéric Ier, son horizon politique s'étend sur quelques centaines de kilomètres carrés au nord de la Gaule. Ce que cet adolescent va faire dans les 30 années suivantes est, à tous égards, stupéfiant. Mais avant de raconter ce qu'il fait, je veux vous dire ce qu'il ne fait pas. Parce que c'est là que réside son génie. Clovis ne fonce pas tête baissée comme la plupart des chefs guerriers de son époque. Il ne cherche pas la bataille pour la bataille, il ne pille pas au hasard, il ne distribue pas les terres conquises à ses guerriers et passe ensuite à autre chose. Clovis observe. Il attend. Il calcule. À une époque où la valeur d'un chef se mesure à sa brutalité et à sa vitesse d'attaque, lui est en train de jouer aux échecs pendant que tout le monde joue aux dés. C'est inhabituel. C'est même suspect pour les guerriers de son entourage qui attendent de lui qu'il les mène au combat. Et puis il agit, mais toujours au bon moment, jamais avant. Son premier grand test arrive rapidement. À l'époque, la Gaule romaine n'est pas encore complètement tombée. Il reste un dernier îlot de résistance romaine autour de Soissons, dirigé par un général du nom de Syagrius, qui se fait encore appeler roi des Romains, comme si l'Empire n'était pas mort depuis 5 ans. C'est à la fois pathétique et fascinant. Cet homme qui continue de gouverner un micro-État en se réclamant d'une autorité qui n'existe plus, entouré de populations gallo-romaines qui ne savent plus vraiment qui les dirige ni pourquoi. En l'an 486, Clovis attaque. Il défait Syagrius en une seule bataille, s'empare de Soissons et fait quelque chose d'inattendu. Il ne massacre pas les habitants romains. Il les intègre. Il maintient leur structure, respecte leurs lois, laisse leurs élites en place. La Gaule romaine cesse d'exister politiquement, mais elle continue d'exister socialement. Et cela lui vaut quelque chose d'inestimable dans ce monde chaotique. La loyauté des populations conquises. Mais la vraie rupture, le vrai moment qui change tout, ce n'est pas Soissons. C'est une nuit de décembre, en l'an 496, dans une église de Reims. Et pour comprendre ce qui se passe cette nuit-là, il faut comprendre qui est Clotilde. Clotilde est la femme de Clovis, une princesse burgonde, chrétienne catholique, qui depuis son mariage essaie de convaincre son mari de se convertir. Clovis résiste, non pas par conviction religieuse particulièrement forte, il est pragmatique jusque dans ses croyances, mais parce qu'il ne voit pas encore l'intérêt. Se convertir au christianisme dans un monde où les autres rois barbares sont ariens hérétiques, c'est faire un choix politique majeur. Et Clovis ne fait pas de choix politique majeur sans avoir réfléchi à toutes les conséquences. La légende dit que Clovis se convertit lors de la bataille de Tolbiac contre les Alamans, quand ses troupes commencent à perdre et qu'il crie vers le ciel « Dieu de Clotilde, si tu me donnes la victoire, je me ferai baptiser !» Il gagne la bataille, il tient sa promesse. Peut-être que c'est vrai. Peut-être que c'est une histoire inventée après coup pour légitimer la conversion. Probablement un peu des deux. Mais ce qui est certain, c'est que la décision de Clovis n'est pas une révélation mystique. C'est le calcul le plus brillant de son règne. Parce que se convertir au catholicisme romain, pas à l'arianisme, c'est s'allier avec l'Église catholique. La seule institution qui a survécu à la chute de Rome avec son réseau, son autorité morale et ses structures administratives intactes. Voilà ce que Clovis a compris que personne d'autre n'avait compris avant lui. Dans un monde où les empires s'effondrent et où la force militaire seule ne suffit pas à maintenir un territoire, l'Église catholique est la clé. Elle a des évêques dans chaque ville importante. Elle contrôle les écoles, les hôpitaux, les grands jagrins, les routes commerciales. Elle a la confiance des populations gallo-romaines, qui représentent la vaste majorité des habitants de la Gaule. Et elle cherche désespérément un protecteur politique, un roi puissant qui pourrait lui garantir sa sécurité dans ce monde de chaos. Ce que Clovis fait ce soir de décembre à Reims, c'est exactement ce que ferait une entreprise intelligente en signant un contrat d'exclusivité avec le distributeur le plus puissant du marché. Il ne se convertit pas, il s'associe. L'évêque Rémy de Reims baptise Clovis ainsi que 3000 de ses guerriers en une seule nuit. 3000 hommes.
Imaginez la scène. Une église romaine, des torches, 3000 guerriers francs aux cheveux longs et aux bras couverts de cicatrices qui entrent dans les fonts baptismaux les uns après les autres. Ce n'est pas une cérémonie religieuse intime, c'est une démonstration de puissance politique. C'est Clovis qui dit à l'Église catholique, aux populations gallo-romaines et à tous les rois barbares ariens qui l'entourent, « Je suis différent de vous. Je suis le défenseur de la vraie foi. » Et ça change tout en termes de légitimité. Dans les années qui suivent, Clovis utilise cette légitimité nouvelle comme une arme. Il s'attaque aux Wisigoths du sud de la Gaule, des Ariens hérétiques selon Rome, et les bat à la bataille de Vouillé en l'an 507, étendant son royaume jusqu'aux Pyrénées. Il absorbe progressivement les autres tribus franques, éliminant ses rivaux les uns après les autres, avec une efficacité qui laisse les chroniqueurs de l'époque à la fois admiratifs et terrifiés. Il promulgue la loi salique, un code juridique écrit qui unifie les pratiques légales dans tout son royaume. Et il reçoit de l'empereur byzantin Anastase Ier le titre de consul honoraire. Une reconnaissance symbolique, mais énorme, parce que ça veut dire que la Rome de l'Est, la vraie Rome survivante, reconnaît Clovis comme l'héritier légitime de l'autorité romaine en Occident. Quand Clovis meurt en l'an 511 à Paris, il a fait de Paris sa capitale, autre geste symbolique fort, il a 45 ans et il laisse derrière lui le royaume le plus puissant d'Europe occidentale. Mais il laisse aussi un problème structurel que les Francs n'arriveront jamais complètement à résoudre. Clovis divise son royaume entre ses 4 fils, suivant la tradition franque qui veut que la terre soit partagée comme n'importe quel héritage familial. Ce n'est pas de la stupidité. C'est une tradition culturelle profondément ancrée. Et c'est une bombe à retardement. Parce qu'un royaume divisé en 4 n'est plus vraiment un royaume. C'est 4 royaumes rivaux qui portent le même nom. Et ces 4 frères vont se faire la guerre avec une férocité qui ferait pâlir leurs ennemis les plus acharnés. Le génie de Clovis a créé quelque chose d'extraordinaire. Et ses héritiers vont passer les 2 siècles suivants à essayer, souvent désastreusement, de ne pas le détruire. Il y a une expression que vous avez peut-être déjà entendue, les rois fainéants. C'est le surnom que l'histoire a collé aux derniers rois mérovingiens, ces descendants de Clovis, qui ont régné sur le royaume franc pendant le 7e et le 8e siècle. Des rois paresseux, dit-on. Des rois qui passaient leur journée allongés sur des litières tirées par des bœufs, trop faibles pour monter à cheval, trop indolents pour gouverner, pendant que d'autres faisaient le vrai travail à leur place. C'est une image puissante, c'est une image mémorable, et c'est une image fabriquée de toutes pièces par exactement les gens qui avaient le plus intérêt à ce qu'on y croit. Posons le décor. Après la mort de Clovis, son royaume est divisé entre ses fils, puis est redivisé entre leurs fils, puis encore redivisé. Pendant 1 siècle et demi, la Francie, c'est comme ça qu'on appelle le royaume franc, oscille entre des périodes d'unification forcée et des guerres fratricides d'une brutalité rare. Des reines comme Bruno et Frédégonde se font une guerre personnelle qui dure 40 ans et qui laisse des dizaines de milliers de morts. Des rois sont assassinés par leurs frères, leurs oncles, leurs propres fils. C'est un système dynastique qui se dévore lui-même avec une constance remarquable. Et pourtant, malgré tout ça, malgré les guerres civiles, les partages, les assassinats, la structure que Clovis a bâtie tient. Le royaume franc reste le plus puissant d'Europe occidentale pendant 200 ans. Ce n'est pas l'œuvre de fainéants. Mais voici le problème structurel que personne ne veut vraiment regarder en face. Les rois mérovingiens ont une faiblesse systémique qui n'a rien à voir avec leur caractère personnel. Ils règnent sur un territoire trop vaste, avec une administration trop rudimentaire, et une tradition de partage héréditaire qui empêche toute consolidation durable du pouvoir. Chaque fois qu'un roi meurt et divise son territoire entre ses fils, le cycle recommence. Des guerres, des réconciliations temporaires, de nouvelles guerres.
Et pendant que les rois s'épuisent dans ces conflits familiaux, quelqu'un d'autre profite du vide. Quelqu'un qui a compris que le vrai pouvoir ne passe pas par le trône, mais par la personne qui contrôle les ressources autour du trône. Ces personnes s'appellent les maires du palais. Le titre semble modeste, maire du palais, quelque chose comme un chef de l'administration royale, un gestionnaire de la maison du roi. En réalité, c'est l'homme qui contrôle l'accès au roi, qui gère les finances du royaume, qui distribue les terres et les titres aux nobles, qui commande les armées quand le roi est trop jeune, trop malade ou trop occupé à survivre à ses frères. C'est, pour utiliser une analogie moderne, quelque chose entre le directeur de cabinet d'un président et le vrai patron d'une entreprise dont le PDG officiel est une figure décorative. Et pendant le 7e siècle, ces maires du palais deviennent de plus en plus puissants, de plus en plus indispensables, de plus en plus difficiles à contrôler. La famille qui va finalement s'emparer de cette position et ne plus jamais la lâcher s'appelle les Pipinides, du nom de Pépin de Landenne, l'ancêtre fondateur, maire du palais d'Austrasie au début du 7e siècle. Ce sont des aristocrates francs du nord-est du royaume, des hommes riches en terre et en loyauté, qui ont compris que dans ce jeu de pouvoir permanent, la stabilité vient de ceux qui contrôlent l'administration, pas de ceux qui portent la couronne. Pendant plusieurs générations, ils consolident leur position, éliminent leurs rivaux, accumulent des terres et des alliances. Et ils attendent, avec la patience de quelqu'un qui sait que l'héritage finira par tomber dans ses mains. Pendant ce temps, les derniers rois mérovingiens ne sont pas tous les idiots apathiques que la propagande carolingienne nous a légués. Dagobert Ier, par exemple, réunifie le royaume franc en l'an 629 et gouverne avec une énergie et une intelligence que même ses adversaires reconnaissent. Il réforme l'administration, entretient des relations diplomatiques avec Byzance et les royaumes voisins, soutient l'Église et les arts, et laisse derrière lui un royaume plus organisé qu'il ne l'avait trouvé. Ce n'est pas le portrait d'un fainéant. Mais Dagobert est l'exception qui confirme la règle du système, pas du caractère des hommes. Parce qu'après lui, le système reprend ses droits. Les partages, les guerres, les minorités royales pendant lesquelles les maires du palais gouvernent à la place de rois trop jeunes pour régner. Et ici est où la légende noire commence vraiment à se construire. Vers la fin du 7e siècle et au début du 8e, les rois mérovingiens qui restent sur le trône sont effectivement des figures de plus en plus fantomatiques. Pas nécessairement par manque de volonté personnelle, mais parce que le système a été conçu progressivement par les maires du palais eux-mêmes pour les rendre impuissants. Les rois sont maintenus dans une richesse dorée et une impuissance réelle. On leur laisse le titre, les cérémonies, les apparences du pouvoir. On leur retire la substance. C'est le même mécanisme que vous verrez se répéter dans l'histoire du Japon avec les empereurs et les shoguns, ou dans celle des cours européennes avec les monarques constitutionnels. Le vrai pouvoir est invisible. Le pouvoir visible est décoratif. La famille des Pipinides, qui devient la famille carolingienne avec Charles Martel et son fils Pépin le Bref, n'invente pas cette image de roi fainéant par hasard. Elle la cultive délibérément, la fait circuler, la fait écrire par des clercs qui dépendent de son patronage. Parce que pour justifier ce qui va venir ensuite, le renversement pur et simple de la dynastie mérovingienne et sa substitution par une nouvelle famille royale, il faut que tout le monde soit convaincu que les Mérovingiens ne méritaient plus de régner, que leur déclin était naturel, inévitable, mérité, que la Providence elle-même avait décidé qu'il était temps de passer à autre chose. C'est de la propagande politique d'une sophistication remarquable, menée avec des siècles d'avance sur ce que nous appellerions aujourd'hui la communication institutionnelle. Le dernier roi mérovingien s'appelait Childéric III. Il est déposé en l'an 751 par Pépin le Bref, avec la bénédiction explicite du pape Zacharie. On lui coupe les cheveux longs étaient le symbole du pouvoir royal mérovingien, et on l'envoie dans un monastère. Il y meurt quelques années plus tard, seul et oublié. Sa dynastie, qui avait tenu pendant 270 ans,
s'éteint dans le silence d'une cellule monastique. Et les Carolingiens, qui viennent de commettre ce qui est, objectivement, un coup d'État, s'empressent de réécrire l'histoire pour s'assurer que personne ne se souvienne des Mérovingiens comme d'une grande dynastie renversée par l'ambition, mais comme de rois fainéants que la Providence avait condamnés. Ce que vous avez appris sur les Mérovingiens dans les livres d'histoire, c'est leur version. Et il est temps d'entendre l'autre. En l'an 732, quelque part entre les villes de Tours et de Poitiers, deux armées se font face. D'un côté, une force franque commandée par un homme qui n'est même pas roi, un maire du palais, techniquement un fonctionnaire, du nom de Charles. De l'autre, une armée musulmane venue d'Hispanie, commandée par le gouverneur Abd-ar-Rahman Ier, qui a traversé les Pyrénées et remonté la vallée du Rhône en pillant tout sur son passage, jusqu'à Bordeaux, jusqu'à la Loire. La bataille qui s'ensuit dure plusieurs jours. Abd-ar-Rahman est tué, son armée se retire, et Charles rentre chez lui avec un surnom qui va traverser les siècles. Martel, le marteau. L'histoire officielle en fait le sauveur de l'Occident chrétien. La réalité, comme toujours, est plus compliquée et beaucoup plus intéressante. D'abord, qui est Charles Martel avant Poitiers? Il est le fils illégitime de Pépin de Herstal, maire du palais d'Austrasie, et d'une concubine nommée Alpaïde. Illégitime, ce détail a son importance, parce que ça veut dire qu'à la mort de son père en l'an 714, les héritiers légitimes et la veuve de Pépin font tout pour l'écarter du pouvoir. Charles est emprisonné. Sa famille considère qu'il n'a aucun droit à la succession. Et là, il fait quelque chose que ses geôliers n'avaient probablement pas prévu. Il s'évade. Il rassemble des partisans en Austrasie, lève une armée, et en l'espace de quelques années, par une série de batailles et d'éliminations politiques d'une brutalité méthodique, il s'empare de la mairie du palais et unifie sous son autorité les 3 royaumes francs. Un fils illégitime emprisonné qui devient l'homme le plus puissant d'Europe. Ce n'est pas une ascension, c'est une éruption. Maintenant, revenons à Poitiers. La bataille est réelle, la victoire est réelle, et l'importance stratégique de stopper l'avancée arabe en Gaule est réelle. Mais la narrative du grand sauveur de la chrétienté occidentale mérite d'être regardée de plus près. Premièrement, l'armée d'Abd-ar-Rahman n'était pas une force d'invasion destinée à conquérir toute l'Europe. C'était principalement une grande razzia, une expédition de pillage visant les trésors des monastères et des églises de Gaule, notamment la basilique Saint-Martin de Tours, l'une des plus riches d'Europe à l'époque. Deuxièmement, les forces musulmanes n'étaient pas invincibles. Elles avaient déjà été stoppées par les montagnes et la géographie dans d'autres directions. Troisièmement, et c'est là où ça devient vraiment intéressant, Charles Martel avait toutes les raisons politiques du monde de remporter cette bataille, et ces raisons n'avaient pas grand-chose à voir avec la foi. Voilà ce que les livres d'histoire ne vous disent pas assez clairement. Charles Martel, à ce moment précis, est dans une position politique délicate. Il gouverne au nom d'un roi mérovingien fantoche qu'il maintient sur le trône comme une marionnette. Il a des ennemis dans toutes les directions. Des nobles francs qui contestent son autorité, des peuples voisins qui profitent des guerres civiles pour s'émanciper, une église qui lui en veut parce qu'il a confisqué des terres ecclésiastiques pour payer ses soldats. Une grande victoire militaire contre un ennemi extérieur et commun, surtout un ennemi non chrétien, est exactement ce dont il a besoin pour consolider sa légitimité et faire taire ses critiques. La bataille de Poitiers n'est pas seulement une victoire militaire, c'est une opération de relations publiques menée avec les armes. Et ça fonctionne. Après Poitiers, Charles est intouchable. Il continue d'étendre son autorité vers le sud, soumet la Provence et la Bourgogne, mène des campagnes en Frise et en Saxe au nord, et construit ce que ses biographes appellent la première grande armée professionnelle d'Europe depuis Rome. Pour financer cette armée, il fait quelque chose de scandaleux pour l'époque. Il sécularise des terres d'église, c'est-à-dire qu'il les confisque et les distribue à ses guerriers comme salaire. L'Église hurle.
Certains évêques le comparent à l'Antéchrist. Charles s'en moque. Il a compris quelque chose que même Clovis n'avait pas osé faire. L'Église est un partenaire précieux, mais elle n'est pas intouchable. Et quand on a besoin de ressources pour survivre, les partenaires précieux doivent contribuer comme les autres. Cette décision a des conséquences qui vont bien au-delà de son règne. Les nobles qui reçoivent ces terres ecclésiastiques les reçoivent sous une condition nouvelle. Ils doivent fournir des soldats à cheval, des cavaliers lourdement armés, en échange de ce bénéfice foncier. C'est en substance l'invention du système féodal tel que l'Europe médiévale va le connaître pendant 5 siècles. Le chevalier qui tient une terre en échange de services militaires, cette structure sociale qui va définir l'Europe du Haut Moyen-Âge, naît dans les décisions administratives de Charles Martel, motivées non pas par une vision idéologique grandiose, mais par la nécessité pratique de payer des soldats sans avoir d'argent liquide. C'est fascinant, parce que ça veut dire que l'une des institutions les plus caractéristiques du Moyen-Âge européen est un accident comptable. Charles Martel meurt en l'an 741, sans s'être jamais fait couronner roi. Il avait le pouvoir d'un roi, l'autorité d'un roi, les ressources d'un roi. Mais il a gouverné toute sa vie avec le titre de maire du palais, derrière des rois mérovingiens qu'il choisissait et destituait à sa guise. Pourquoi ? La réponse est probablement qu'il n'avait pas encore trouvé la justification idéologique et religieuse nécessaire pour franchir ce pas. Renverser une dynastie qui régnait depuis 250 ans nécessite plus qu'une victoire militaire. Ça nécessite une légitimité divine. Et obtenir cette légitimité divine nécessite un partenaire que Charles avait partiellement aliéné en confisquant ses terres. Il laisse ce problème à son fils, Pépin le Bref. Et Pépin, lui, va trouver la solution. Mais avant de parler de Pépin, je veux que vous reteniez quelque chose sur Charles Martel. L'image du croisé avant la lettre, du champion de la chrétienté qui sauve l'Europe de l'islam, est une construction narrative très pratique pour les générations suivantes qui avaient besoin d'un mythe fondateur héroïque. La réalité de Charles Martel est plus intéressante. C'est un stratège politique froid, pragmatique jusqu'à la brutalité, qui a construit son empire à coups de décisions impopulaires et de victoires militaires utilisées comme levier politique. Il n'a pas sauvé l'Occident par idéalisme. Il a sauvé son propre pouvoir et l'Occident a suivi. Ce n'est pas moins impressionnant, c'est juste moins romantique. Et si vous pensez que ce type de calcul politique appartient au passé, regardez comment fonctionnent les démocraties modernes la prochaine fois qu'un gouvernement en difficulté trouve soudainement un ennemi extérieur contre lequel se battre. Le matin de Noël de l'an 800, dans la basilique Saint-Pierre de Rome, un homme s'agenouille pour prier. Il a 58 ans, un corps massif que des décennies de campagne militaire ont sculpté et abîmé en même temps, une barbe blonde qui commence à grisonner, et une réputation qui précède ses armées dans toutes les directions. Il ne sait probablement pas exactement ce qui va se passer dans les prochaines minutes. Ou peut-être que si. Et c'est là que l'histoire devient vraiment fascinante. Le pape Léon III s'approche de lui et pose sur sa tête une couronne d'or. Les nobles et les clercs présents dans la basilique crient 3 fois « Carolo Augusto, adeo coronato, Magno et pacifico imperatori vita et victoria » à Charles Auguste, couronné par Dieu, grand et pacifique empereur, vie et victoire. L'Empire romain d'Occident venait de renaître, et l'homme qui en portait la couronne s'appelait Charlemagne. Mais revenons en arrière, parce que pour comprendre ce moment, il faut comprendre le chemin qui y mène. Pépin le Bref, le fils de Charles Martel, a résolu le problème que son père lui avait laissé. Il a obtenu de la papauté la légitimation religieuse nécessaire pour renverser les Mérovingiens. En l'an 751, avec la bénédiction explicite du pape Zacharie, Pépin se fait couronner roi des Francs. C'est la première fois dans l'histoire occidentale qu'un pape cautionne officiellement le renversement d'une dynastie et l'intronisation d'une autre. Le message est clair, le pouvoir politique légitime vient de Dieu,
et Dieu s'exprime par l'intermédiaire du pape. C'est une révolution idéologique d'une portée immense, dont les conséquences vont s'étirer sur 1000 ans d'histoire européenne. Charlemagne hérite de ce royaume en l'an 768, à la mort de son père Pépin, avec son frère Carloman. Comme toujours dans la tradition franque, le royaume est partagé. Comme toujours, ça dure jusqu'à la mort de l'un des deux, en l'occurrence Carloman, 3 ans plus tard, en l'an 771. Charlemagne récupère tout le royaume et commence alors l'une des séquences d'expansion territoriale les plus remarquables de l'histoire médiévale. Les Saxons au nord-est, une campagne qui dure 32 ans, ponctuée de massacres, de conversions forcées et de résistances acharnées. Les Lombards en Italie du Nord, écrasés en une seule campagne. Les Avars en Europe centrale, détruits au point de pratiquement disparaître de l'histoire. Les Maures en Hispanie du Nord, repoussés au-delà de l'Èbre. En l'espace de 40 ans, Charlemagne triple la superficie du royaume franc et crée le plus grand empire d'Europe occidentale depuis Rome. Mais voilà ce qui distingue Charlemagne des autres conquérants de son époque, et ce qui fait de lui quelque chose de plus qu'un simple guerrier efficace. Il n'est pas seulement intéressé par conquérir, il est obsédé par gouverner. Et gouverner, pour Charlemagne, ne signifie pas simplement collecter des impôts et lever des armées. Ça signifie créer un système. Un système qui fonctionne même quand il n'est pas là pour surveiller personnellement chaque coin de son empire. Il invente les missi dominici, des envoyés royaux itinérants, envoyés en pair, un clerc et un laïc, qui parcourent les provinces, vérifient que les comtes locaux appliquent les lois, écoutent les plaintes des populations et rendent compte directement à l'empereur. C'est, en substance, l'inspection générale de l'administration impériale. Aucun dirigeant européen n'avait fait quelque chose de comparable depuis les Romains. Il y a un détail sur Charlemagne que je trouve personnellement fascinant et qui dit quelque chose d'essentiel sur qui il était. Cet homme qui a gouverné un empire de 4 millions de kilomètres carrés, qui dictait des lois et des capitulaires régulant tout depuis les droits des paysans jusqu'aux pratiques liturgiques des monastères, cet homme ne savait probablement pas écrire. Il gardait des tablettes de cire sous son oreiller pour s'entraîner, dit son biographe Eguinard. Mais sa main, endurcie par des décennies de combat, ne parvenait pas à former les lettres correctement. Un homme qui ne sait pas écrire et qui crée l'une des réformes éducatives les plus importantes de l'Europe médiévale, la Renaissance carolingienne, qui va standardiser l'écriture latine, copier et préserver des milliers de manuscrits antiques, et créer des écoles dans chaque évêché et chaque monastère de l'Empire. C'est la contradiction vivante qui résume toute la personnalité de Charlemagne. La Renaissance carolingienne mérite qu'on s'y arrête, parce qu'on en parle trop peu par rapport à son importance réelle. Charlemagne attire à sa cour d'Aix-la-Chapelle les plus grands intellectuels de son époque. Alcuin d'York depuis l'Angleterre, Paul Diacre depuis l'Italie, Théodulphe depuis l'Espagne. Il crée une académie palatine où on discute de philosophie, de théologie, d'astronomie et de grammaire. Il standardise l'écriture caroline, une nouvelle écriture lisible et régulière qui remplace les dizaines de variantes locales illisibles qui circulaient dans son empire. Et il donne à ses moines l'ordre explicite de copier tous les manuscrits anciens qu'ils peuvent trouver. Une grande partie de la littérature latine classique que nous possédons aujourd'hui, Virgile, Cicéron, Tite-Live, nous est parvenue grâce aux copistes carolingiens du IXe siècle. Sans Charlemagne, une partie de l'Antiquité classique serait perdue pour toujours. Revenons maintenant à cette nuit de Noël en l'an 800. La scène est plus ambiguë qu'il n'y paraît. Einhard, le biographe de Charlemagne, nous dit que l'empereur était mécontent de la façon dont le couronnement s'est passé, qu'il n'aimait pas avoir l'air de devoir sa couronne au pape plutôt que de la tenir directement de Dieu ou de ses victoires militaires. Certains historiens pensent que c'est de la modestie feinte. D'autres pensent que c'est sincère. Moi, je pense que les deux sont vrais en même temps, et que c'est précisément là que réside le génie politique de Charlemagne. Il comprend que le geste du pape crée un précédent dangereux. L'idée que les empereurs ont besoin de la validation papale. Mais il comprend aussi
que refuser la couronne serait une erreur encore plus grande. Alors il accepte. Et il passe les 14 années suivantes à gouverner son empire comme si le pape n'avait jamais existé. Si vous voulez comprendre pourquoi les conflits entre empereurs et papes vont empoisonner la politique européenne pendant les 5 siècles suivants, la querelle des investitures, l'humiliation de Canossa, les guerres entre guelfes et gibelins, la réponse se trouve dans cette basilique, ce matin de Noël de l'an 800. Deux pouvoirs ont décidé qu'ils avaient besoin l'un de l'autre. Deux pouvoirs ont conclu une alliance sans jamais définir clairement qui était au-dessus de l'autre. Et quand deux pouvoirs partagent le même espace sans règles claires de hiérarchie, le conflit est inévitable. Charlemagne a planté une graine ce matin-là. Une graine qui allait pousser, se ramifier, et finalement fracturer l'Europe en des lignes de tension que nous ressentons encore aujourd'hui. Mais avant que cette graine porte ses fruits les plus amers, son empire va subir quelque chose qu'il n'avait pas prévu. Ses propres héritiers. En l'an 843, 3 hommes se retrouvent autour d'une table dans la ville de Verdun. Ils sont frères. Ils se haïssent. Et ils sont sur le point de faire quelque chose que leur grand-père Charlemagne aurait considéré comme une trahison absolue envers tout ce qu'il avait construit. En quelques semaines de négociations, il découpe l'empire carolingien en 3 morceaux distincts, séparés par des frontières tracées non pas selon des logiques géographiques ou culturelles, mais selon des calculs de ressources fiscales et de richesses foncières. Ce traité, le traité de Verdun, est l'un des documents les plus importants de l'histoire européenne. Et la plupart des gens n'en ont jamais entendu parler. Pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut comprendre ce que Charlemagne a laissé derrière lui à sa mort en l'an 814. Un empire immense, oui. Un système administratif remarquable, oui. Mais aussi le même problème structurel qui avait empoisonné les Mérovingiens avant lui. La tradition franque du partage héréditaire. Charlemagne avait eu plusieurs fils, et par chance, ou par la brutalité du destin, tous sauf un étaient morts avant lui. Son fils survivant, Louis, qu'on appelle le Pieux, hérite de l'empire entier. Louis est un homme cultivé, profondément religieux, sincèrement convaincu que l'unité de l'empire est une volonté divine. Et il va passer son règne entier à regarder cet empire se déchirer sous la pression de ses propres fils. Louis le Pieux a 3 fils d'un premier mariage, Lothaire, Pépin et Louis, et un 4e, Charles, d'un second mariage avec une femme nommée Judith. C'est ce 4e fils qui va tout faire exploser. Pas parce qu'il est particulièrement mauvais ou ambitieux, il n'a que quelques années au moment où les tensions commencent, mais parce que sa naissance pose une question que personne ne peut éviter. Quelle part de l'empire revient à ce nouveau fils, alors que les 3 premiers ont déjà reçu leur lot? La réponse de Louis le Pieux, réviser le partage pour donner une part significative à Charles, déclenche une révolte de ses 3 fils aînés. 2 fois, ils capturent leur propre père et l'obligent à abdiquer publiquement. 2 fois, il reprend le pouvoir. Ce n'est pas de la politique, c'est de la tragédie grecque en costume mérovingien. Louis le Pieux meurt en l'an 840, épuisé et humilié, au milieu d'une nouvelle guerre civile entre ses fils. Et là, les 3 survivants, Pépin est mort entre-temps, Lothaire, Louis le Germanique et Charles le Chauve, se retrouvent à devoir décider du sort de l'Empire par la force des armes. La bataille de Fontenoy en Puisaye, en l'an 841, est l'une des plus sanglantes de l'histoire carolingienne. Des dizaines de milliers de Francs qui se massacrent entre eux sur un champ boueux dans ce qui est aujourd'hui la Bourgogne. Lothaire, l'aîné, qui revendiquait l'empire entier comme son droit d'aîné, perd. Il est contraint à négocier. Et c'est de ces négociations qu'émerge le traité de Verdun. Le découpage est le suivant. Lothaire garde le titre d'empereur et reçoit une bande centrale de territoire qui va de la mer du Nord à l'Italie centrale, ce qu'on appelle la Francie médiane,
qui inclut les Pays-Bas actuels, la Lorraine, la Bourgogne, la Provence et l'Italie du Nord. Louis le Germanique reçoit les territoires à l'est du Rhin, ce qui deviendra la Germanie, l'ancêtre direct de l'Allemagne. Et Charles le Chauve reçoit les territoires à l'ouest, la Francie occidentale, l'ancêtre direct de la France. 3 frères, 3 territoires, 3 langues en train de se former. Le roman occidental qui deviendra le français, le roman oriental qui évoluera vers les dialectes germaniques, et un latin vulgaire méditerranéen qui donnera l'italien. La carte de l'Europe moderne commence à exister ce jour-là. Mais voici ce que je veux que vous réalisiez pleinement, parce que c'est vertigineux quand on y pense vraiment. Les frontières que ces 3 frères tracent en l'an 843 ne sont pas très éloignées des frontières qui séparent aujourd'hui la France de l'Allemagne. La ligne du Rhin comme frontière naturelle entre monde francophone et monde germanophone, cette réalité géopolitique qui a généré 2 guerres mondiales au XXe siècle, qui a structuré toute la diplomatie européenne des 2 derniers millénaires, cette ligne existait déjà dans la tête des négociateurs de Verdun. Ils ne savaient pas ce qu'ils créaient. Ils pensaient simplement partager un héritage familial de la façon la plus équitable possible. Et ils ont accidentellement tracé les contours de l'Europe moderne. La Francie médiane de Lothaire. Ce couloir central, qui n'avait ni cohérence géographique ni unité culturelle, va se fragmenter progressivement après sa mort et disparaître comme entité politique. Mais ces morceaux vont donner naissance à des territoires dont les noms résonnent encore aujourd'hui. La Lorraine, dont le nom vient directement de Lothaire II, petit-fils de Charlemagne. La Provence, le royaume de Bourgogne, et l'Italie du Nord, qui va rester un champ de bataille entre prétentions françaises et germaniques pendant 1000 ans. Ce que Lothaire a reçu comme héritage est devenu une zone de friction permanente entre ses frères et leurs successeurs. Certains historiens pensent que les 2 guerres mondiales sont, en partie, la continuation de ce conflit né à Verdun en 843. C'est une idée qui donne le vertige. Alors voilà ce que ce royaume oublié a réellement fait. Il a pris un continent en ruine, le cadavre décomposé de Rome, un chaos de peuples en guerre, de routes abandonnées et de villes mourant lentement. Et il en a fait quelque chose de nouveau. Pas immédiatement, pas proprement, pas sans violence ni trahison ni erreur. Mais il l'a fait. Les Francs ont créé l'idée qu'un territoire vaste et divers pouvait être gouverné par des lois communes, soutenu par une église organisée et administré par des fonctionnaires qui rendaient compte à une autorité centrale. Ils ont créé l'idée que le pouvoir politique a besoin de légitimité religieuse, une idée qui va structurer la politique européenne jusqu'à la Révolution française. Ils ont créé les premières ébauches des langues que vous parlez aujourd'hui. Et ils ont tracé, sur du parchemin, les contours fantômes de nations qui n'existent pas encore, mais qui existeront bientôt. Si vous voulez comprendre pourquoi la France et l'Allemagne se sont fait la guerre avec une régularité terrifiante pendant 1000 ans, la réponse est à Verdun, en 843. Si vous voulez comprendre pourquoi l'idée européenne, l'union de nations différentes sous un projet commun, a autant de sens et autant de résistance en même temps, la réponse est dans cet empire carolingien qui a existé, qui a fonctionné, qui a uni et qui s'est fracturé le long de lignes qui n'ont jamais vraiment cicatrisé. L'Union européenne fondée au XXe siècle, avec ses institutions communes, ses lois supranationales, son ambition de dépasser les frontières nationales, est la 3e tentative de recréer ce que Charlemagne avait bâti. La première était le Saint-Empire romain germanique. La 2e était Napoléon. Chaque génération qui essaie de réunifier l'Europe est, qu'elle le sache ou non, en train de chercher à réparer la fracture de Verdun. Ce royaume oublié n'est pas dans vos manuels parce qu'il est ennuyeux. Il n'est pas là parce qu'il dérange, parce qu'il révèle que les nations ne sont pas des réalités naturelles et éternelles. Elles sont des accidents politiques, des compromis négociés entre frères qui se haïssent,
des conséquences imprévues de décisions prises pour d'autres raisons. La France n'est pas née de la volonté du destin ou de l'âme d'un peuple. Elle est née d'un partage successoral mal négocié entre 3 petits-fils de Charlemagne. Et si vous trouvez ça décevant, je vous propose de le voir autrement. Si quelque chose d'aussi fragile, d'aussi accidentel, d'aussi humain que ce traité a pu donner naissance à une civilisation entière, imaginez ce que nous pourrions construire si nous le faisions exprès.